Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. J'aime l'écho présidentiel aujourd'hui avec Franck Jakovlev. Bonjour. Bonjour. Partenaire chez T-Will Consulting, cabinet de conseil autour des métiers du crédit et des financements spécialisés notamment dans le leasing, crédit bail, crédit conso, crédit auto, location avec option d'achat, location longue durée. Et vous êtes leader des solutions métiers et IT dédiées au crédit et au financement spécialisé. Pourquoi j'aime l'écho présidentiel ? Parce que c'est votre regard un peu plus large que l'on a envie d'entendre sur votre secteur d'activité et comment vous avez vécu... pas le quinquennat, mais au moins les 2 années Covid. Est-ce que vous pouvez espérer des 5 années qui viennent ? Covid, comment ça s'est passé ? Regardez, on peut considérer que c'est presque fini. Comment ça s'est passé ? Oui, je pense qu'on peut considérer que c'est fini. En fait, tout le côté négatif du Covid est terminé. Par contre, tout le côté positif, on en profite maintenant. C'est ça qui est intéressant. Alors, comment ça s'est passé ? Finalement, ça s'est somme toute bien passé. Le début était très stressant, ça je vous le cache pas. Et je pour pense tout le que monde. Je peux parler pour tout le monde. Ouais. Au niveau du secteur, c'est vrai qu'au début, on était l'inattendu. Et c'est vrai que quand vous voyez pas où vous êtes, fatalement, vous avez peur. Mais en fait, aidé par les uns et les autres, associé au fait que les ESN, on était un peu protégés dans notre façon de travailler. Entreprise du numérique, les ESN. Tout à fait. On était protégés un peu dans notre façon de travailler parce que finalement le numérique il faisait déjà partie de notre vie. Donc quand on a dû se réorganiser pour continuer notre activité, ça a été assez simple. Aidé par l'État, on en reparlera sans doute un peu plus tard, au final on est passé à travers et je crois qu'on peut dire que, et peut-être on fera un zoom sur le secteur derrière, mais en tout cas l'entreprise, la nôtre en particulier, elle s'est retrouvée consolidée et réconfortée en fait à l'issue de cette... Mais la vôtre elle est un peu comme toutes les autres de ce secteur-là, parce qu'effectivement on se rend compte que ce choc incroyable, très imprévu, choc économique, choc sanitaire, il y a un résultat positif à l'arrivée, c'est qu'on a provoqué un électrochoc numérique dans des quantités de secteurs d'activité qui savaient très bien que tout ça existait, mais qui prenaient peut-être leur temps. En fait, à ce moment-là, ils se sont retrouvés au pied du mur. Il ne faut quand même pas oublier que finalement, tout s'est arrêté. L'économie s'est simplement arrêtée. Et on a un certain nombre d'acteurs, notamment nos premiers clients, que ce soit les bancaires d'un côté ou les captives, les filiales de financement spécialisées de l'autre côté, qui ne pouvaient plus vendre. Les captives, par exemple, c'est les Peugeot, les Renault. Voilà. Vous retrouvez quand même dans une situation où soudainement les concessions automobiles sont fermées. Donc comment vous faites ? Et à ce moment-là, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accélérer leur transformation digitale. Donc on se retrouve avec le Covid qui a été vraiment l'accélérateur de la transformation digitale. Nous, vu qu'on était déjà un peu dessus, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a finalement 2 temps, on était sur ces sujets-là, c'était déjà notre métier. Donc de fait, en fait, on s'est retrouvé avec une demande qui était bien supérieure dans le passé, avec plein de projets qui étaient très complexes, très intéressants, auxquels il fallait répondre. Donc du coup, au-delà des 4,6, je crois, perdus par la profession, nous, c'était à peu près ça la première année, on a vite retrouvé en fait les niveaux de résultats qu'on pouvait avoir l'année d'avant. Et alors, Franck Jakovlev, on se retrouve devant un nouveau choc maintenant qui est stressant aussi, c'est la guerre des talents. Tout le monde peine à recruter. On se demande, alors je ne sais pas si vous avez une stratégie, par exemple, chez T-Will Consulting, par rapport à cette nécessité d'attirer des gens, de les fidéliser, de les garder, de les trouver. Oui, les uns et les autres, on a une stratégie. Alors, il n'y a pas de martingale. C'est impossible d'avoir une solution qui soit la meilleure. Nous, on a quand même beaucoup de chance, il faut reconnaître, c'est qu'on a une identité très forte comme spécialiste, un cabinet de conseil spécialisé sur les financements spécialisés et sur les métiers du crédit au sens large. C'est-à-dire savoir finalement porter de l'expertise autour de ces métiers. Donc ça nous aide beaucoup. Après, la stratégie, elle est déclinée sous différentes formes. Je pense un peu comme beaucoup des ESN. On a revu notre façon d'embaucher en essayant d'aller plus vite, en essayant de définir des sens au travail, un sens à la présence, de trouver des moyens finalement d'être acteurs en fait de cette transformation, notre propre transformation. Mais les talents, c'est quand même des gens qui sont compliqués à séduire, faut bien le reconnaître. Et je crois que le dernier point de notre stratégie, essayer d'être encore plus communicant sur finalement une offre d'embauche qui soit la plus lisible possible. Dans notre cas, on parle en fait de panels, on va dire, horizontaux, verticaux et internationaux. C'est-à-dire horizontalement, donner la possibilité en fait aux collaborateurs de demain de nous rejoindre pour faire du conseil ou de participer à la transformation, à la mise en place d'une transformation digitale. Verticalement, c'est différentes strates, comme vous les avez dans de nombreux cabinets. Et l'international, T-Will se développe énormément ces dernières années, notamment l'international. Donc savoir finalement ouvrir et donner des possibilités aux nouveaux rentrants, aux nouveaux talents, de se dire, ok, je peux travailler dans tel pays, mais j'ai des portes ouvertes qui sont vers l'extérieur. C'est une stratégie de marque employeur, ce que vous me décrivez. Exactement. Ça ressemble bien à ça. Alors, j'ai découvert un mot en préparant cette interview, à propos des transformations digitales de demain. Vous dites qu'il faut intégrer les nouveautés incontournables technologiques. Et là, les DARQ, D-A-R-Q. J'ai mis un peu de temps à réussir à comprendre que c'était blockchain, intelligence artificielle, réalité augmentée, informatique quantique. Il faut que vous me racontiez là. C'est cet enjeu nouveau. Parce qu'on pensait avoir déjà intégré plein de concepts, plein d'idées, plein d'éléments, et voilà que vous arrivez avec quelque chose qui
Mais demande un peu de maturité. Je crois que vous savez, hier, on pensait avoir compris que dans le monde de la finance, il y avait la banque en ligne. On était tout content de l'avoir compris. On passait d'une banque traditionnelle à une banque en ligne. À peine on fait la banque en ligne, on parle de la banque mobile, avec les applications que vous avez sur le téléphone. D'accord. À peine vous avez compris le monde de l'Internet, et là vous réalisez qu'il y a l'Internet du futur. Alors l'Internet du futur, c'est quoi? Il est porté par plein de technologies, les 4 acronymes que vous venez d'évoquer. L'Internet du futur, c'est vraiment un nouveau marché. À titre d'exemple, et on va revenir sur les 4 acronymes, mais à titre d'exemple, c'est vrai que, par exemple, dans le monde de l'automobile, qui est une grosse partie du marché, depuis des années, on vend 2 millions de véhicules par an. Ça bouge pas. Hein. Bon, le Covid a fait moins 25%, mais ça bouge pas, vous êtes à 2 millions. Là, quand vous allez vous projeter en fait, dans l'Internet du futur, dans les mondes des métavers, vous allez arriver dans un nouvel univers qui est en train de se construire. Métavers, c'est un terrain de jeu pour vous. Hein. C'est un terrain de jeu, c'est un terrain de jeu aujourd'hui qui est en train de se construire. Et tout le monde se regarde, se dit, mais quelle est la position que je dois prendre? Les uns et les autres font déjà des acquisitions. Hein. Vous avez Nike à acheter, vous avez... Oui, j'ai vu ça, les marques de luxe aussi, bien sûr. Et la question suivante, c'est nous, dans le monde du financement, d'accord, quelle vont être la place des banquiers là-dedans? Est-ce que eux aussi, demain, ils vont pas proposer des offres de financement sur des véhicules qui sont NFT, d'accord, à crédit? Personne ne le sait, hein. Tout va se voir. Et les sous-jacentes... J'ai un peu envie de rire, mais je vous prends au sérieux quand même. Je vais aller m'acheter un véhicule NFT à crédit. Nicolas, dès que vous achetez quelque chose, de toute façon, on voit bien qu'on est sur des économies d'usage. On voit bien qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, on a un financement adossé. Oui, c'est vrai. Ça serait curieux qu'on regarde des milliards qui sont investis derrière, il n'y ait pas une banque qui se dise « Attendez, Franck, je sais que c'est vous qui avez raison. Bon. On est à un moment charnière pour notre pays, pas simplement à cause des événements guerriers qui nous tombent dessus, mais parce qu'il va y avoir 5 nouvelles années avec un nouvel exécutif. Donc vous, dans votre secteur, les ESN, le marché du crédit, le financement spécialisé, qu'est-ce que vous en attendez? Déjà, au passage, on peut noter qu'il nous a quand même bien accompagnés sur la crise passée. On est d'accord. Par contre, sur l'avenir, finalement, je pense qu'il faut penser à 3 choses, je dirais. Je dirais l'innovation, d'accord, je dirais l'investissement et je dirais l'éducation. L'innovation, il y a des belles initiatives, d'accord, qui sont en cours. Vous connaissez le crédit impôt recherche, d'accord, mais pas simplement. Je crois que tout ce qui participe à pousser des entreprises à innover, il faut qu'on soit fiers de notre France. Il y a plein de belles choses. En plus, on est vraiment une pépinière de talent, comme vous l'évoquez, et de créativité. Donc, toutes les initiatives qui peuvent contribuer à cette innovation, il faut les pousser. L'investissement, parce que si on veut se développer, au fin du fin, d'accord, à un moment donné, on a quand même besoin des bancaires, alors cette fois plus nos clients, mais dans un rôle d'investisseur, à nous prêter de l'argent pour pouvoir nous aider à nous développer. L'éducation, regardez, on parlait des talents à l'instant. C'est quand même un peu curieux de se dire que finalement, dans un monde où il y a encore des chômeurs d'un côté, et on a des besoins non asservis de l'autre. Je crois que l'éducation, même si c'est des processus qui sont lents, oui. Il faut essayer de se poser, essayer de voir quels sont les quick wins associés. Y a-t-il pas des moyens rapides de former des personnes qui pourraient répondre à ces demandes-là? Donc c'est à minima sur ces 3 sujets-là qu'on peut les avoir. Et j'en ai un 4e. Est-ce que vous pensez qu'on doit avoir une stratégie anti-GAFA et commencer à prendre au sérieux les questions de souveraineté numérique? Je pense pas. Je crois que ça va être très difficile de rattraper c'est comme des sociétés qui sont installées depuis des années. Quoi. Alors les GAFA, les GAFAM, les Big Tech, non, je crois, et les banques ont compris d'ailleurs, et elles sont intelligentes parce que ce soit les banques comme les captifs, finalement, en fait, elles sont une stratégie de développement qui s'appuie beaucoup sur la capacité à offrir un panel de services qui vont s'appuyer sur les fintech et les big tech. Elles ont bien compris qu'en termes d'interaction, elles sont toutes petites par rapport en fait, à ces GAFAM-là. Donc qu'elles utilisent les données captées en fait, par ces GAFAM pour créer de la valeur auprès des clients avec la proximité qui va avec. Merci Franck Jakovlev d'avoir été avec nous, partenaire chez Teamwheel Consulting. Merci beaucoup.